Bonjour, mon nom est Bernard Saunier. Je vais vous décrire cette présentation intitulée « Le gaz naturel, un non-sens pour la transition énergétique du Québec » et avec en sous-titre « La politique énergétique du Québec en panne ». C'est une conférence que j'ai donnée lors de la soirée conférence du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et des enjeux énergétiques du Québec le 1er mai dernier. C'est aussi une conférence qui est le résultat d'un travail qui a été fait en amont, donc par trois collègues et moi-même, Simon-Philippe Breton, Louis-Étienne Boudreau et Lucie Sauvé, donc à titre de membre du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et des enjeux énergétiques du Québec. Et donc, ce travail plus volumineux, en texte en fait, un texte plus long, a été aussi publié dans une version courte dans Le Devoir au mois de février 2019, sous sensiblement le même titre. On parlait en fait de la fausse bonne idée du gaz naturel pour la transition énergétique du Québec en 2019. Alors pour situer cette présentation sur ce thème, j'ai décidé de présenter en introduction 4 questions qui éclairent un peu toute la présentation en termes des impacts de la politique énergétique du Québec. Première question, comment expliquer que la politique énergétique du Québec accorde le statut d'énergie de transition au gaz naturel, alors que cette désignation, cette appellation, est toujours associée à des juridictions dont l'électricité est produite par des centrales thermiques au charbon et au mazout lourd? Deuxième question, alors que le Québec doit réduire massivement sa consommation de carburants fossiles, comment peut-il encourager la croissance de la consommation de gaz naturel sur son marché intérieur alors que le Québec dispose déjà des meilleurs actifs d'électricité de sources renouvelables pour s'affranchir à moindre coût de sa dépendance ruineuse aux carburants fossiles? Alors, j'insiste sur le fait que l'électricité est le premier vecteur de la transition énergétique et dans les juridictions qui veulent remplacer le mazout par du gaz naturel, il faut vraiment voir si c'est un remplacement qui aboutit à des réductions de gaz à effet de serre. Mais au Québec, comme on a 99% d'énergie renouvelable à travers l'hydroélectricité notamment et l'éolien, l'électricité est véritablement un vecteur de transition énergétique parfait pour s'affranchir des émissions de gaz à effet de serre. Il y a donc deux autres questions dans cette introduction. La troisième, puisque les changements climatiques constituent un problème planétaire qui exige une riposte internationale cohérente, comment expliquer que des surplus d'hydroélectricité actuels du Québec seraient prioritairement réservés pendant 25 ans, par exemple, à un projet de liquéfaction de gaz naturel non conventionnel dont la production de cette usine, donc Énergie Saguenay, dont on parle ici, est destinée à déplacer d'autres approvisionnements gaziers sur des marchés hautement spéculatifs du gaz naturel en Europe ou en Asie? Dernière question pour l'éclairage du contenu de cette présentation. Quels avantages les citoyens du Québec tirent-ils de la concession au bénéfice des grands distributeurs d'électricité des marchés voisins, des meilleurs actifs de production hydroélectrique et de transport d'Hydro-Québec à travers des exportations massives et à long terme de capacités hydroélectriques fermes qui devraient constituer la pierre d'assise de la décarbonisation de son marché intérieur? Voilà les questions. Et pour examiner plus concrètement les flux énergétiques du Québec, prenons le schéma qui a été tiré du rapport État de l'énergie du Québec 2019, produit par la chaire Énergie DHEC du professeur Pinault. Donc, c'est à la page 8 de ce rapport, où on voit les flux énergétiques du Québec 2016. Donc, c'est très intéressant d'observer
diagramme de Sankey en forme de spaghetti un peu. Et je crois qu'il serait intéressant de présenter ces chiffres-là dès le primaire aux élèves qui sont curieux de voir comment l'énergie arrive au Québec, comment elle est utilisée et quel est le rendement global en énergie utile qui consomme toute cette énergie. On voit par exemple ici donc de gauche à droite les sources d'énergie, leur transformation éventuelle avant d'arriver au stade de l'usage final où elles sont consommées. Et à la fin, l'efficacité de conversion globale du système, toutes sources d'énergie confondues, c'est 46% d'efficacité énergétique globale à l'utilisation finale. On notera particulièrement que dans le domaine du transport, la consommation de carburants fossiles dédiés au transport est remarquable par le niveau des pertes énergétiques de tout ce secteur. 75% de l'énergie est perdue. C'est donc dire que dans 1 litre d'essence, il y a grosso modo, ou d'essence ou de diesel, enfin, il y a grosso modo 1/4 de la valeur énergétique seulement qui sert à déplacer voitures, personnes, marchandises. Alors, l'autre face de la pièce de la consommation énergétique du Québec, c'est celle des émissions de gaz à effet de serre. On voit ici que le pétrole, le charbon et le gaz naturel sont responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre dans les usages énergétiques de ces carburants. Donc, le total des émissions de gaz à effet de serre du Québec était de 77 mégatonnes d'équivalent CO2 à l'utilisation finale des énergies en question. Et donc, on compte 56 mégatonnes directement liées à la consommation d'énergie des secteurs bâtiments, industriels et transports. Si on ramène le taux d'émission en kilotonnes par million de mètres cubes de gaz naturel, on obtient un chiffre de 1,85 kilotonnes pour le gaz naturel. Et le chiffre qui représente les émissions liées au pétrole, la consommation énergétique à l'usage final du pétrole, donc, c'est plus de l'ordre de 2,87 kilotonnes par million de litres. Alors, comme 1 litre de pétrole, 1 mètre cube de gaz naturel contiennent à peu près le même équivalent en valeur énergétique totale, une dizaine de kilowattheures, on peut comparer ces chiffres relativement, enfin pour fixer les idées tout au moins. Donc pour le gaz naturel, près de 2 kilotonnes de GES par million de mètres cubes et pour le pétrole, près de 3. C'est grosso modo, évidemment. Voilà, donc ça vous montre un peu l'équivalent de la provenance des sources d'émissions de gaz à effet de serre à l'usage final au Québec. Maintenant, si on observe dans le temps le portrait du volume d'émissions annuelles de gaz à effet de serre du Québec, on remarque, partant des années 90, tout à fait à gauche, sur l'échelle de temps qui est donnée sur ce graphique, tiré toujours du rapport État de l'énergie du Québec 2019. 87 mégatonnes en 1990, c'est la référence à laquelle on mesure les progrès qu'on fait dans la direction d'une réduction des gaz à effet de serre. Actuellement, 77, donc en 2016, les derniers chiffres d'une année complète qui ont permis d'établir ce bilan. Et on se dirige actuellement vers un volume annuel d'émissions de 58 mégatonnes à l'horizon 2050. C'est entouré dans le cercle là. La courbe en rouge montre la direction où nous amène la politique énergétique du Québec et la petite courbe en pointillé noir nous montre, pointe vers où on doit arriver en 2050, c'est à 17 mégatonnes par année. Alors, vous comprendrez qu'on a vraiment un effort colossal. C'est un mot souvent dont on abuse parce qu'on ne sait même plus comment le qualifier.
mais en réalité, il s'agit de réduire nos émissions actuelles de GES d'un volume annuel récurrent, donc qu'il faut maintenir année après année à l'horizon 2050, qui est 6 fois plus important que tout ce que le Québec a réussi à concrétiser en 26 ans, donc depuis 2090 jusqu'à 2016. Voilà l'ampleur du défi qui se présente au Québec. Dans la politique énergétique du Québec 2030, sortie rendue publique en fait en 2016 au printemps, il y avait un graphique, un schéma à la page 13 qui montrait la consommation totale estimée, les approvisionnements totaux en énergie du Québec entre l'année 2016 et l'année 2030. Il est à noter que pour 2016, on n'avait pas encore les chiffres puisque la plus récente année de données réelles disponibles lors de la rédaction de la politique énergétique du Québec, au moment de sa publication, c'était l'année 2013. On a donc 2 ans de retard sur l'image réelle des choses. Il n'y a donc aucune donnée quantitative sur les volumes partiels ou totaux des approvisionnements du Québec, ni pour 2016, ni pour 2030 dans cette politique énergétique. Alors, comment savoir si le gaz naturel était en croissance, si l'hydroélectricité ou l'éolien était en croissance, et quelle part de la biomasse allait peut-être servir à alimenter la biométhanisation? Donc, le seul chiffre que la politique énergétique mentionnait, c'était l'annonce d'une réduction de 40% sur la quantité de produits pétroliers consommés à l'horizon 2030, mais à partir des consommations de 2013, qui étaient de 18 milliards de litres. Donc, il visait une réduction de 7,3 milliards à partir de 2013, mais en 2016, apparemment, la consommation de pétrole aurait peut-être même augmenté au Québec. Donc, on doit faire ces calculs sur une base quantitative et non pas strictement statistique qui n'indique que peu de choses sur le chemin à parcourir. Pendant ce temps, il y a donc toujours des subventions à la consommation d'hydrocarbures fossiles qui ont lieu au Québec. On sait que ça se compte en milliards au Canada, les subventions à l'industrie fossile, mais au Québec, chez nous, on peut compter un bon 300 millions de dollars par année, bon an, mal an, depuis plusieurs années. Et il semble bien que le budget 2018-2019 poursuit dans la même direction. On ne voit pas de changement, en fait, là-dessus. Dans les budgets les plus récents du Québec, l'expansion du réseau gazier du distributeur Énergir, anciennement Gaz Métro, est une constante aussi. On a eu des allongements de réseau de quelques centaines de kilomètres dans différents projets de Bellechasse, Thetford Mines, Châteauguay en 2018-2019. Et le budget du Québec de mars 2019 annonce de nouvelles extensions vers Montmagny, des approvisionnements en gaz naturel liquéfié vers Bécomo et des programmes de facilitation pour la conversion d'équipements des grands consommateurs industriels vers le gaz naturel. Donc, oui, il y a toujours des millions qui sont versés en subvention à l'industrie fossile au Québec. Et c'est donc quelque chose qu'on doit garder toujours en tête dans les obstacles à l'atteinte de nos réductions de gaz à effet de serre. Pour l'économie future du Québec, il faut bien voir les risques systémiques et ou structurels que représentent les approvisionnements en gaz naturel fossile pour l'économie du Québec. Il y a la volatilité du prix de ce combustible qui est sensible aux aléas géopolitiques des marchés continentaux et internationaux. Le cas du gaz de schiste de l'Ouest américain qui a entraîné une baisse significative des prix de l'énergie sur les marchés même de l'électricité, sur les marchés nord-américains, partout en Amérique en fait, sont assez indicatifs de la puissance de l'industrie gazière à intégrer
les marchés d'électricité, à converger vers les marchés d'électricité et à faire un peu la loi. Mais évidemment, tant qu'on ne tient pas compte des coûts sociaux et des coûts environnementaux, des approvisionnements en carburants fossiles, c'est un portrait tronqué de la réalité économique qui nous est présentée. Et donc, la volatilité réelle du prix du combustible va demeurer un facteur de risque important pour notre économie. On remarque aussi que ça entraîne des retards dans la pénétration des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans les réseaux énergétiques. Un rapport récent de l'Institut de recherche en économie contemporaine démontre que la consommation énergétique dans le secteur du bâtiment est accrue et que les émissions carbone sont accrues par la présence de gaz naturel qui continue à gagner des points dans ces marchés-là. Alors que de meilleures options de substitution s'offrent au Québec, le coût des nouvelles énergies renouvelables, en éolien, en solaire notamment, décroît de manière continue depuis plusieurs années. Et surtout que la prévisibilité des prix de l'énergie à long terme pour les options renouvelables sont infiniment meilleures étant donné que le carburant est gratuit. Donc, on peut voir un peu plus loin devant. Et surtout, intégrer les questions de coût des émissions de gaz à effet de serre, leurs impacts climatiques et les impacts sociaux de tout l'amont des approvisionnements fossiles. Commençons déjà à préciser une chose, c'est que le gaz naturel, qu'il soit sous forme comprimée, liquéfiée ou qu'il provienne de la biométhanisation, c'est toujours la molécule de méthane dont on parle essentiellement. Et le méthane, lorsqu'on le brûle, il produit du CO2 au taux que j'ai mentionné tantôt, 1,8 kilotonnes de CO2 par million de mètres cubes. Donc, voilà, c'est de ça dont on parle. Pourtant, dans un communiqué du 26 mars dernier, le ministère de l'Énergie et des Ressources écrit dans un communiqué sur le gaz naturel renouvelable, donc le biométhane, en fait. GNR, c'est l'appellation que Énergir a trouvée pour verdir peut-être l'image du gaz naturel. Le ministère écrit donc, il est estimé que l'injection en réseau de 1% de gaz naturel renouvelable évite l'émission de près de 114 000 tonnes de GES. Or, ça, c'est véritablement une tromperie parce que la combustion de gaz naturel de quelque forme qu'il soit, incluant le méthane provenant de la biométhanisation, ne peut pas éviter l'émission parce qu'il produit des émissions de l'ordre de 114 000 tonnes de GES. C'est assez inquiétant, je dirais, de lire dans des communiqués ministériels des énoncés de cette nature foncièrement trompeuse. Alors, le biométhane, donc, malgré toutes ses qualités de cycle court, de proximité, il ne modifie en rien la nécessité pour le Québec de réduire massivement ses émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de gaz naturel fossile. L'usine de liquéfaction Énergie Saguenay présente beaucoup d'intérêt pour mettre en évidence les contradictions de la politique énergétique du Québec dans ses ambitions de réduction de gaz à effet de serre à divers degrés, à la fois du côté des approvisionnements énergétiques pour la liquéfaction, mais aussi de la prise en compte de l'amont et de l'aval des approvisionnements de l'usine en question. C'est un projet qui s'inscrit dans une stratégie géopolitique de l'industrie gazière américaine et dont les enjeux géopolitiques intercontinentaux entre l'Europe, les États-Unis, la Russie et la Chine pourraient faire l'objet d'une conférence au moins aussi longue que celle-ci. Mentionnons donc en chiffres, Énergie Saguenay, c'est 17,25 milliards de mètres cubes par année de gaz naturel liquéfié, c'est-à-dire ça représente l'équivalent de
2,65 fois le volume de gaz consommé au Québec en 2016. Alors, ce n'est pas un petit projet de gaz naturel. Et à partir de ces approvisionnements-là, on peut penser qu'il y aura des sources d'approvisionnement pour étendre davantage la consommation de gaz naturel au Québec. Donc, il faut examiner tous les enjeux à la fois de la conduite de gaz qui arrivera à l'usine et l'utilisation qui sera faite de ce gaz-là et comment on calcule les émissions liées à tout ça. Une dimension particulière de ce projet, c'est le fait qu'Hydro-Québec Production propose de fournir 5 TWh par an, donc 500 MW de capacité hydroélectrique ferme, 365 jours par année, afin d'assurer pendant 25 ans la liquéfaction du gaz naturel à l'usine. Autrement, ce serait un mode d'autoconsommation que l'usine devrait utiliser, c'est-à-dire additionner 10% d'approvisionnement gazier pour liquéfier le gaz naturel par des procédés qui utilisent justement le gaz naturel pour le faire. Et ça ajouterait 3 mégatonnes, 0,5 au bilan d'émissions de gaz à effet de serre du projet et du Québec forcément. Donc, la question, c'est que lorsque Hydro-Québec sert les intérêts du gaz de schiste nord-américain, peut-être que les chantiers de décarbonisation de l'économie du Québec prennent beaucoup de retard. Il faut donc parler des émissions de ce projet. Et dans les émissions d'un projet gazier de cette importance, il faut regarder l'amont et l'aval. Ça s'appelle l'analyse de cycle de vie, ACV, dans sa version courte. Or, la politique énergétique du Québec se limite à comparer les indices d'émissions de gaz à effet de serre des différentes sources d'énergie lorsqu'elles sont consommées, donc au moment de l'utilisation finale. Il n'y a pas de mention, même qualitative, du bilan d'émissions de tout l'amont de l'infrastructure d'approvisionnement spécifique à chacune des différentes filières considérées, renouvelables ou fossiles. Mais une usine de gaz naturel liquéfié, c'est quelque chose qui implique une extension du réseau d'hydrocarbures, qui soit projeté au Québec ou n'importe où ailleurs, en fait. Donc, cette usine reste inséparable d'un raccordement à un réseau gazier continental, ce qui est une nécessité absolue pour les approvisionner en matières premières. Tous les gaz imbrûlés qui s'échappent de l'amont de la chaîne d'approvisionnement en gaz naturel contribuent puissamment au gaz à effet de serre. Le méthane, lorsqu'il s'échappe sans être brûlé, a un pouvoir de réchauffement global qui est plusieurs dizaines de fois plus important que celui du CO2, donc du méthane qui est en effet brûlé dans des utilisations pour les marchés de consommation, bâtiments, transport, etc. Or, il se trouve que le ministère des Ressources naturelles, Énergir, GNL Québec n'ont pas fourni aux citoyens du Québec de données crédibles sur les taux de fuite de la chaîne d'approvisionnement du gaz naturel fossile acheminé au Québec, ni sur leur prise en compte dans le bilan. Ni données crédibles et plutôt des informations très contradictoires, comme on verra. Alors, les émissions fugitives de l'amont gazier, la production et le transport du gaz naturel, donc à partir des puits, c'est un sujet qui intéresse un grand nombre de chercheurs à l'heure actuelle. Il y aurait encore là des présentations complètes à faire là-dessus, mais ça reste l'angle mort de la route bleue, ces émissions fugitives. Quand on sait qu'un taux de fuite d'à peine 0,8%, ainsi que l'ont démontré des recherches récentes, suffirait à rendre en moins de 20 ans le gaz naturel aussi nuisible que le charbon ou le pétrole. Or, il se trouve que des taux de fuite beaucoup plus grands que ça ont été mesurés déjà en 2012 au Colorado et qu'on estime aux États-Unis que les taux de fuite sont supérieurs à 5%. Alors même que l'EPA, Environmental Protection Agency, établit à 2,8% le plafond du taux de fuite
au-delà duquel les bénéfices de réduction des émissions de CO2 du gaz naturel, à l'étape de la combustion, donc strictement au moment de l'usage final, là, sont considérés comme étant annulés parce qu'ils dépasseraient alors les émissions associées aux autres hydrocarbures liquides qu'ils prétendent remplacer. Alors, on voit l'importance majeure de l'examen des émissions fugitives de l'amont pour le positionnement de nouveaux approvisionnements gaziers, non seulement au Québec, mais à travers le monde. Il semblerait que les promoteurs du projet Énergie Saguenay considèrent tout l'amont fossile, donc les émissions fugitives de l'amont de leur approvisionnement en gaz naturel, comme étant en quelque sorte la part des anges, ce qui est vraiment absolument ahurissant comme positionnement. Ainsi, ils disent que la question de l'amont gazier, en fait, ces émissions, c'est à la fois simple et compliqué, mais ils optent surtout pour la solution simple, c'est-à-dire d'évacuer le problème. Ainsi, l'évaluation qui a été faite de 7,8 mégatonnes de GES liées à l'amont du projet Énergie Saguenay, le promoteur dit que simplement que ce chiffre n'a rien à voir avec les activités d'Énergie Saguenay. Ce sont des GES qui se produiraient même si le projet Énergie Saguenay n'existait pas. En d'autres termes, ils sont au milieu de la chaîne de transit de quantités énormes de gaz naturel, mais ils ne sont pas vraiment concernés par ce qui se passe ni en amont et, comme on verra, ni en aval. Ce qui fait que, à force de balayer toutes ces responsabilités sociétales sous le tapis, c'est peut-être cette culture de déni et la toxicité, en fait, systémique qui est inscrite au cœur du modèle extractif de l'industrie fossile qui est en train d'asphyxier tous les écosystèmes de la planète. Il faut impérativement repenser ce modèle qui est en train d'empoisonner la vie sur la Terre. Alors, examinons brièvement l'aval du projet Énergie Saguenay, c'est-à-dire l'utilisation qui serait faite de ce gaz sur d'autres continents. Alors, ces volumes vont se substituer à des usages finaux qui nécessitent déjà des carburants fossiles ou qui vont s'ajouter à des usages nouveaux qui vont consommer du gaz naturel fossile. Dans tous les cas, on aura minimalement 32 mégatonnes par année de GES selon les taux d'usage final calculés pour le Québec en 2016, qui seront émis ailleurs dans le monde par la combustion à l'usage final. Bon. Et comment Énergie Saguenay utilise ce chiffre? Mais il l'utilise dans le sens complètement opposé en disant que le projet contribuerait à réduire de 28 mégatonnes les émissions de GES ailleurs dans le monde à chaque année. Même un analyste du CIREG qui a fait une étude sur l'analyse cycle de vie du projet Énergie Saguenay sur l'amont et l'aval a expliqué qu'il n'est pas possible pour le moment de confirmer cette affirmation du promoteur de façon indépendante. C'est quand même rassurant de lire ça. On ne peut pas se prononcer sur cet aspect, a-t-il dit, en rappelant qu'il demeure des incertitudes sur l'utilisation finale de ce gaz, mais aussi sur des possibilités qu'il remplace des sources d'énergie plus polluantes. Donc, il y a ici une inversion de la logique des émissions qui est faite à la fois par le promoteur et qui ressemble beaucoup à celle qu'on a vue reprise dans des communiqués du ministère. Pour fixer les idées, il est peut-être intéressant là, de s'intéresser au surplus d'hydroélectricité du Québec. Au Québec, en 2016, on a acheté pour 12 milliards de litres de carburant fossile qui ont entraîné des dépenses de 6,5 milliards de dollars de la part des ménages québécois, selon l'étude d'énergie, l'état de l'énergie au Québec 2019. Or, il y aurait besoin de 35 TWh d'électricité pour remplacer l'énergie utile fournie par 12 milliards de litres de carburant fossile associé au transport. Ça, c'est au taux d'efficacité de 25
de l'utilisation de la valeur énergétique des carburants utilisés dans le transport qu'on peut déduire ce chiffre de 35 TWh. Et comme en 2018, Hydro-Québec a exporté 36 TWh sur les marchés de la Nouvelle-Angleterre à un prix de vente moyen de 4,8 cents par kilowattheure, on peut calculer donc que 12 cents d'électricité exportée par Hydro-Québec Production en 2018 ferait le même travail en transport au Québec que ce que fait 1 litre d'essence 10 fois plus coûteux. D'où le titre de cet acétate qui parle des surplus d'hydroélectricité du Québec, remarquables oubliés de la transition énergétique du Québec. Donc, pour la substitution des carburants fossiles consommés chez nous. Ce graphique donne le portrait des exportations d'électricité du Québec pour la période 1995 à 2018. On y présente sur l'axe indiqué en rouge, c'est le prix moyen annuel actualisé en dollars de l'an 2000 par kilowattheure et les sorties nettes des réservoirs en térawattheures par année. C'est tiré des rapports annuels d'Hydro-Québec pour cette période. Ce qu'on observe, c'est qu'entre la période 2007-2011, donc autour de 2010, on va dire, en 2009 jusqu'à 2017, en 8 ou 9 ans, il y a eu un doublement des exportations associé à une diminution de prix significative quand même, pratiquement de la moitié. Et plus on exporte, donc dans ce mode-là, il semblerait qu'on vend à des prix qui seraient difficiles à justifier s'il fallait construire une nouvelle centrale hydraulique pour accroître les exportations. Donc, il y a des questions qui se posent très sérieusement parce que les stocks énergétiques sont à un niveau historique, mais comment on peut anticiper qu'on va s'enrichir avec les exportations? Voilà une très bonne question qui se dessine en filigrane de ce graphique. Selon le plan stratégique d'Hydro-Québec déposé en 2016, donc pour l'horizon 2016-2020, les extraits suivants nous démontrent que le plan était d'accroître les exportations et d'accroître la puissance des installations de production hydroélectrique situées sur le territoire du plan Nord. Depuis le dépôt du plan stratégique, Hydro-Québec a offert au Massachusetts, à l'État de New York, au Connecticut, à Gazoduc et à Toronto plus de 30 TWh par année de nouvelles livraisons d'hydroélectricité, des livraisons fermes sous forme de capacité de base produisant en continu et réservées, concédées, on pourrait dire, pendant 20 à 25 ans à ces nouveaux clients sans expliquer aux Québécois, toutefois, la portée et les enjeux structurels radicalement différents de ces contrats d'exportation 2.0 qu'Hydro-Québec négocie de gré à gré en mode, à toute fin pratique, privé. Du côté d'accroissement de la puissance des installations de production hydroélectrique, le plan est de construire des installations selon les besoins des secteurs industriels et miniers, le cas échéant. Donc, des projets qui ont une durée de vie non pas de 100 ans, mais plutôt de 20 ou 25. Et aussi, le plan était de déclencher de nouveaux appels d'offres pour répondre aux besoins lorsque le niveau des surplus descendra sous le seuil de 2,5 % des besoins du Québec ou le chiffre de 5 TWh. Il est clair que dans cette ambition de vente commerciale à l'exportation de capacités fermes, il y a des impacts clairement au Québec sur les approvisionnements même du marché intérieur. Alors, il serait intéressant de voir ce que le plan stratégique d'Hydro-Québec, qui doit être déposé cette année, donc le plan stratégique 2019-2023 d'Hydro-Québec, nous réserve. Devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain le 26 avril dernier, le PDG d'Hydro-Québec
disait qu'avec ses surplus actuels, la Société d'État peut approvisionner le Massachusetts et New York, en plus d'être capable de répondre aux besoins d'un contrat de moins grande envergure. C'est peut-être Énergie Saguenay, c'est peut-être Connecticut. Et il concluait que, malgré tout, parler d'ajout de capacité, c'est un peu prématuré en pensant aux prochains ouvrages hydroélectriques, sans doute. Par contre, il disait que il y avait, au niveau du Québec, une demande intérieure qui était à la baisse. Ça fait 10 ans qu'on est plafonné et que si la demande intérieure du Québec baisse à 160 et à 150 TWh sous l'impact de la diminution de la demande causée par l'efficacité énergétique et la croissance de l'autoproduction à domicile, ça voudrait dire qu'on aurait jusqu'à 20 TWh de plus à redistribuer. Notez l'utilisation du terme redistribuer. Et donc, pour rassurer les gens sur la profitabilité des projets dans lesquels le Québec s'engage, le PDG mentionnait qu'il y a un prix avec lequel nous sommes confortables, sans toutefois préciser qui était désigné par ce nous. Voilà pourquoi il y a des raisons de se questionner sur la prudence de voir le Québec devenir une sorte de rédempteur climatique international, comme on le verra tantôt. Pour prendre la mesure de la portée radicalement nouvelle des exportations 2.0 que caresse Hydro-Québec à l'heure actuelle, et depuis l'été 2016 en fait, Massachusetts, New York, Connecticut, Toronto, gazoduc maintenant, qui est aussi un projet d'exportation d'énergie, mais Hydro-Québec joue un rôle d'alimentation d'un vecteur gazier cette fois-ci. Ce sont donc au total 30 TWh, ou quelques 30 TWh au total, si on inclut les pertes là, qui sont présentement en discussion auprès de différents clients d'Hydro-Québec Production. Mais il faut savoir que pour livrer 30 TWh d'électricité en continu, parce que c'est de la puissance ferme qui va être livrée, il faudrait une capacité de production aux portes des clients de l'ordre de 3000 MW, disons. 3200 avec les pertes du côté d'Hydro-Québec. Mais il n'y a malheureusement aucune centrale hydraulique au Québec qui est capable, à elle seule, de répondre à un cahier de charge comme ça. Il n'y a aucune centrale qui produit à 100% du temps en continu à l'année longue au Québec. Les centrales hydroélectriques ont été conçues pour opérer à un facteur d'utilisation de l'ordre de 60%, donc ils n'opèrent pas à leur pleine puissance à l'année longue, de sorte qu'il faudra mobiliser quelque chose comme 5000 MW de capacité hydraulique opérationnelle pour pouvoir offrir aux portes de Boston, par exemple, une centrale, l'équivalent d'une centrale thermique de 1079 MW qui produirait en continu. Pour faire ça, il faut quand même presque 2000 MW donc, de capacité hydraulique québécoise, si on inclut les pertes de transport, pour le faire. Alors, ça donne une idée des chiffres en jeu et des actifs de production actuels qui doivent être mobilisés pour réaliser ces nouvelles ventes commerciales 2.0 sur les marchés d'exportation. Pour illustrer plus clairement peut-être ces notions de facteurs d'utilisation, d'équipement et tout ça, il faut partir peut-être de la demande d'électricité du Québec. La demande, c'est quelque chose qui s'exprime à chaque jour d'une façon un peu variable. Sur 24 heures, on observe toujours deux petits pics du matin et du soir qui montrent la demande de pointe de chaque jour. Demande de pointe qui varie selon les saisons. Donc en rouge, on a l'été, en jaune, on a l'automne ou le printemps, et l'hiver est en bleu avec une pointe maximale sur ce graphique qui est de l'ordre de 35 000 MW. Alors, chacun de ces points là-dessus, ça représente un petit bâtonnet, donc dans le cas de la pointe, c'est 35 000 MW
pendant 1 heure, ça fait 35 000 MWh. Ici, à 15 000, ça serait 15 000 MW pendant 1 heure, pendant l'été. Alors, tous ces bâtonnets, on les classe en ordre de décroissance sur une courbe qu'on appelle courbe de la demande classée du Québec. Ça nous permet de remarquer qu'il y a toujours une puissance de base qui est requise à l'année longue. Cette puissance de base est alimentée par les centrales de base. Donc, typiquement, on aura du côté droit de cette courbe la saison chaude plutôt, avec des pointes qui vont nous amener à utiliser des centrales cyclables, mais en saison froide, de plus en plus de centrales cyclables. Et pour la pointe, des appels de puissance maximale pour lesquels on réserve des centrales de pointe qui peuvent être hydroélectriques, et qui peuvent être au gaz également, ou qui peuvent être constitués d'éléments de délestage de charge pour les cas où on ne peut atteindre la demande de pointe appelée par le réseau. Ça permet juste de situer un peu les types d'équipements. Donc, retenir que centrale de base, c'est vraiment des tranches de puissance qui doivent être mobilisées à chaque jour. Vous reconnaîtrez ici le dessin des courbes de demande classée qu'on a vu à cette étape précédente. Ça nous permet d'apprécier la nature radicalement différente du plan d'exportation 2.0 d'Hydro-Québec qui a été lancé à l'été 2016. Donc, là, le graphique de la demande classée de la partie gauche nous montre typiquement la période de 1995-2018 des exportations, où on voit dans la zone blanche d'où provenaient les exportations, c'est-à-dire des équipements cyclables et de pointe, parce qu'en exportant 36 TWh, on a quand même, on peut le faire avec une capacité maximale de 5000 MW. Donc, ça utilise des éléments d'actifs de production qui se situent dans les équipements très peu de base, certainement, parce que la demande québécoise de base est déjà, comme on l'a vu, de l'ordre de 15 000 MW. Donc, dans la balance entre 15 000 et 35 000, les équipements donc, cyclables et possiblement de pointe, mais probablement qu'il y a un peu moins que 5 000 MW dans la partie tout à fait à gauche de la courbe. Donc, on peut voir qu'il y a une espèce de gradation, de changement à chaque heure du jour de la puissance qui est livrée sur les marchés d'exportation. Ce qui change énormément avec les exportations 2.0, donc, c'est le fait qu'on exportera maintenant une capacité ferme en continu, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pendant les périodes de 20 à 25 ans, en fait. Donc, là, ça veut dire qu'on utilisera des équipements de base pour faire ça, à hauteur de 5 000 MW, pour livrer cette quantité d'énergie de 30 TWh. Donc. Et ça suppose qu'on mobilisera donc des actifs actuellement en opération, actifs de production, qui seront réservés pour les bénéfices des clients externes du Québec. Maintenant, si cette tranche-là est plus disponible pour nous, ça veut dire que toute la courbe s'écrase d'un coup et qu'on se trouve on se trouve en situation de possiblement défaut de production. Enfin, on sera dans une situation où il sera plus difficile de réussir à répondre à la demande de pointe et à certaines des situations hivernales qui ne sont pas nécessairement en pointe, mais où il faudra trouver d'autres moyens de s'approvisionner. Alors là, c'est cette question que posent les exportations extrêmes. Comment se fait-il qu'on n'a pas discuté ensemble, collectivement, des implications qu'allaient avoir ces programmes d'exportation sur les futurs approvisionnements du Québec en électricité? Et cette question reste entière et il faudra évidemment l'aborder. Après ce tour d'horizon des activités et du monde merveilleux de l'énergie au Québec,
J'en arrive à une conclusion qui n'est pas très reluisante, mais il faut quand même la regarder bien en face. La politique énergétique du Québec est désarticulée. Les choses sont planifiées apparemment euh, dans des silos sans vraiment de planification intégrée des ressources. Alors, on a Hydro-Québec qui cherche à se déployer sur des marchés voisins et on a le gaz naturel qui continue son expansion au Québec et on a des objectifs de réduire nos émissions de gaz à effet de serre qui sont loin d'être atteints et on ne voit pas tellement comment actuellement les investissements qui sont faits dans euh, la décarbonisation de l'économie du Québec vont permettre d'y parvenir. Donc, la politique énergétique du Québec est en effet à réinventer, à redéployer sur de nouvelles bases. Et donc, je crois qu'il y a un enjeu public de délibération sur notre avenir énergétique qui s'impose à ce stade. La question formulée en termes plus sobres, peut-être, ce serait que de savoir, étant donné les immenses gisements d'énergie renouvelable à faible émission de gaz à effet de serre dont dispose le Québec, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui euh, le Québec de s'affranchir à moindre coût de sa ruineuse dépendance aux carburants fossiles pour atteindre ses propres cibles de réduction de GES à l'horizon 2050? C'est la question qu'il nous faut creuser maintenant. Pour alimenter le cadre de réflexion qui s'impose pour se donner un avenir énergétique digne de ce nom au Québec, je laisse la parole à Hans-Josef Fell, qui est un parlementaire allemand à l'origine de la loi de mise en œuvre des tarifs d'achat garantis adoptée en 2000 en Allemagne, loi qui a amené le déploiement de l'éolien, du solaire et de la biomasse avec un objectif d'atteindre 20% de renouvelables en 2020. En 2006, M. Fell a fondé le Energy Watch Group, un réseau global indépendant et non partisan de scientifiques et de parlementaires dont la mission est de fournir aux politiques énergétiques une information objective. Le Energy Watch Group, avec l'Université de technologie de Lappeenranta de Finlande, ont produit récemment un rapport intitulé Global Energy System Based on 100% Renewables, donc un système global d'énergie basé à 100% sur des renouvelables, une solution à moindre coût faisable pour l'électricité, la chaleur et la mobilité. Alors voilà ce qu'il écrit, ce monsieur Fell, en préambule de ce rapport tout récent. Il nous faut changer la conversation. La transition vers un système énergétique mondial alimenté à 100% par les sources renouvelables n'est plus une question de faisabilité technique ou de viabilité économique, mais bien une question de volonté politique. Impossible de relever le défi sans un cadre politique engagé, robuste à long terme et adapté aux conditions et aux environnements régionaux. Nous devons urgemment ouvrir la route qui mène à un niveau d'émission de GES net zéro et déployer rapidement les nécessaires changements à entreprendre dans notre manière d'utiliser les ressources naturelles et d'alimenter nos besoins en électricité, en chauffage et en transport. J'espère que cette présentation aidera à alimenter les éléments qui permettront de concrétiser cette vision manifestée par M. Fell ici. Merci de votre écoute et peut-être à bientôt.